Alors, donc, je m'appelle. Pardon. Donc, je m'appelle Jérôme Tétaz, j'ai 37 ans et je suis vice-président de l'association Principe Actif. Donc, à Principe Actif, nous sommes une association de patients utilisant le cannabis thérapeutique pour éviter de tomber dans une spirale médicamenteuse qui souvent est elle-même générateur de problèmes. Donc, j'ai rencontré l'héroïne à l'âge de 16-17 ans avec des amis. J'ai commencé par quelques traces, puis je suis passé à l'injection. Euh, donc ma consommation restait festive à peu près pendant 15 ans. Celle-ci étant très occasionnelle, je n'ai jamais ressenti de manque. Je faisais déjà usage de cannabis pour soulager mes douleurs induites par la myopathie et ainsi éviter de consommer des médicaments psychotropes. Donc mon addiction aux opiacés. Lors d'un séjour en Espagne, j'ai attrapé un virus. J'avais des crises, des crises de délire et des fièvres. Donc je suis allé à l'hôpital. Quand ils ont vu mon état, ils ont juste voulu me prescrire du Doliprane, ce qui n'était pas suffisant. Donc ils voulaient me renvoyer en France. Moi, la personne qui m'accompagnait n'a pas accepté. Donc je suis retourné là où je vivais et la personne qui m'accompagnait m'a proposé de l'opium en m'expliquant que cela pouvait peut-être me soulager qui étaient liées au virus. Et donc j'ai pris à peu près pendant 15 jours à raison d'un demi-gramme par jour donc de l'opium, ça m'a très très bien soulagé. Lorsque j'ai commencé à aller mieux, je suis rentré en France. J'avais pris un petit peu d'opium pour décrocher en douceur et je pensais m'aider avec du cannabis aussi pour faire un sevrage assez doux. Par contre, le problème, c'est que je suis arrivé en France, j'habitais près d'une frontière, j'ai eu énormément de mal à me trouver du cannabis de qualité. Donc, fatigué par le manque, donc j'ai repris de l'héroïne pendant à peu près une année. Quand je suis arrivé à 1 gramme par jour, j'ai décidé de faire un sevrage sec. Je souffrais trop, je ne dormais plus, je ne mangeais plus. J'ai commencé à boire de l'alcool fort pour essayer de me soulager de ces sueurs et essayer de dormir correctement. Alors le problème, c'est que ça me réchauffait, j'avais plus de sueur, ça me calmait un peu le manque. Par contre, dès que l'alcool descendait, j'avais des grosses douleurs aux muscles qui étaient vraiment insupportables. Donc j'ai décidé d'arrêter l'alcool aussi, parce que j'étais ivre du soir au matin. Et tellement que ça me faisait mal, j'appréhendais d'aller me coucher tellement mes nuits, c'était horrible. Donc c'est là où j'ai décidé d'aller me faire aider par les médecins. Donc je suis allé voir mon médecin traitant. Il m'a prescrit, au début c'était des patchs de morphine. Alors la morphine, ça me soulageait un peu des douleurs, mais par contre ça ne m'enlevait pas du tout les sueurs et enfin, tous les effets du manque, ça ne partait pas du tout. Donc il m'a envoyé vers le CCAS de ma région. Eux, ils m'ont vu arriver, ils m'ont renvoyé vers mon médecin pour avoir une prescription de Subutex. Donc il m'a prescrit au début, c'était du 4 mg par jour. C'était un peu trop fort parce que j'avais constamment mal à la tête, des céphalées, et j'avais envie de vomir, tout ça. Donc je suis passé à 2 mg et là c'était à peu près le bon dosage. Donc pendant 1 an environ, j'ai pris 2 mg par jour. Ça m'a aidé à me remettre à peu près correctement en conditions physiques, tout ça, pour pouvoir cultiver du cannabis de qualité afin de pouvoir me porter bien, pas avoir mal et puis m'aider dans ce sevrage, quoi. Et puis baisser petit à petit les doses de Subutex. Parce que donc ah voilà, donc j'ai cultivé du cannabis contenant des principes actifs comme le THC mais aussi le CBD, puisque le THC pour ses effets antidépresseurs, analgésiques, et le CBD pour ses effets anxiolytiques, relaxants musculaires et antinauséeux. Et il atténue aussi les effets psychoactifs du cannabis. Donc le sevrage. Donc comme je savais que le Subutex était très addictif et que cela allait être long pour en sortir, je me suis fixé donc un calendrier de sevrage. J'ai commencé par baisser le dosage de Subutex de 0,5 en 0,5 pendant environ 6 mois, tout en consommant du cannabis vaporisé la journée et en ingestion le soir pour que les effets durent plus longtemps. À 1 mg par jour, donc Subutex, j'ai commencé à ressentir les effets du manque. J'arrivais à les apaiser en consommant plus de cannabis. C'est là où j'ai préparé une résine extraite à la glace qui est une méthode qui s'appelle Isolator. C'est une méthode qui extrait les principes actifs. En fait, ça sort une résine très très pure et très concentrée. Donc je les consommais par une petite pipe. Et, selon mon état, à chaque fois que j'avais besoin, je prenais une petite boulette de cette résine très pure et je la consommais en pipe, ce qui fait que ça me calmait tout de suite le manque pour quelques heures, quoi. Et le soir, pour que ça dure plus longtemps, je le faisais en infusion. Je
prenais à peu près 1 mg de isolator que je faisais infuser dans du lait et ça me durait toute la nuit correctement, j'avais pas de sueur, je dormais bien, je faisais pas de cauchemars. Par contre, donc, quand je suis arrivé à 0,5 mg de Subutex, c'est là que j'ai recommencé à avoir des grosses douleurs musculaires. Et alors bon, je pensais que c'était le sub, mais en fait c'était pas ça. C'est que la résine que je prenais était un petit peu trop, comme c'était très concentré avec des herbes très jeunes, c'était height. Et du coup, ça, comme pour mes muscles, parce que par exemple, j'ai oublié de vous dire que je consomme une variété bien spécifique pour me soulager les muscles, qui a beaucoup de CBD. Généralement, c'est des variétés d'indica. Et donc, je me suis aperçu que le isolator, donc cette résine extraite, était trop concentré pour moi à ce moment-là. Ce qui fait que ça me remontait les douleurs. Et c'est là où je suis repassé à une variété de cannabis qui a un taux de CBD assez élevé par rapport au taux de THC, qui fait que ça coupait complètement les effets psychoactifs du THC et tous ses effets secondaires au niveau de mes muscles. Le fait donc de cultiver m'a aidé à penser à autre chose que le geste de la préparation, de la trace et de la paille. Maintenant, je consomme plus de produits opiacés, ni alcool grâce au cannabis. Il m'aide à ne pas souffrir de douleurs physiques liées à la maladie et à lutter contre la dépression. Voilà. Merci de votre attention. Je vais passer la parole à Philou, qui va faire son témoignage aussi. Bonjour tout le monde. Alors je m'appelle Philippe Serrier, je suis le secrétaire de Principe Actif. J'ai 60 ans, je suis VHC positif malgré 2 thérapies dont la dernière, c'est une trithérapie qui a duré 1 an en 2012-2013. Et je suis substitué à la méthadone depuis 14 ans à 100 mg par jour. Bon, je vais vous raconter très factuellement le rapport que j'ai eu avec l'héroïne et pourquoi ça m'aide. À 27 ans, j'ai commencé à consommer de l'héroïne en intraveineuse. Tout de suite, ça n'a pas été festif, ça a été tout de suite assez intense. Donc à 28 ans, j'étais vraiment dans la consommation intense. En gros, il me fallait 1 gramme de blanche à l'époque par jour en shoot. À partir de 29 ans, j'ai pris conscience, donc ça a été une succession vraiment super pénible de sevrage raté. Alors avec tous les produits qu'on pouvait trouver à l'époque avant les TSO, c'est-à-dire le burcodin, le palfium, le néocodion, le bispasme, le codéthylinudé, le tranxène 50, survector, enfin toute une pharmacopée monstrueuse. Et puis malgré l'aide, je me faisais suivre par un psychiatre vraiment spécialisé en addicto à l'époque, mais malgré son aide, j'ai cherché à me flinguer à la fin de l'année. Là, j'ai passé à peu près 5 jours dans le coma, j'ai fait un cauchemar absolument atroce, mais au réveil, j'étais totalement persuadé que j'allais avoir la peau des injections compulsives. Et j'ai eu la peau. Je me suis réveillé, pas complètement guéri, donc j'ai passé ensuite 5 ans, très très médiocre, substitué évidemment au néocodion, parce que j'ai pas eu la dépression derrière. Je marchais avec une boîte de néocodion par jour, je prenais 6 survector, qui était de la mineptine, par jour, 6 tranxène 50, 2 rohypnol, le rohypnol il était à 2 mg à l'époque, et le tout arrosé avec un petit peu d'alcool. Donc ça a duré 5 ans. Au bout de 5 ans, j'en ai eu vraiment marre, donc je me suis fait hospitaliser, j'avais 35 ans en mi-89 à Fernand-Vidal, pour un sevrage total, à sec. Enfin, sec. J'étais donc été sevré avec du catapressant et du Valium 10, c'est tout. 10 jours, et puis on m'a dit, partez, vous êtes sevré, monsieur, voilà, une petite ordonnance d'Equanil, puisque vous voulez plus de benzo, plus d'opiacés. Donc là, ça s'est très très mal passé, parce que j'ai rencontré le whisky, le Ricard, qui effectivement m'a arrêté les angoisses, donc je suis devenu un alcoolique massif, vraiment très très massif, ça a duré 2 ans en gros. Et puis au bout de 6 hospitalisations, j'ai réussi à arrêter de picoler, donc, et à rester abstinent. Ensuite, j'ai passé 10 ans de ma vie donc sans l'usage d'aucun produit psychotrope, rien du tout, à part le tabac, si les psychotropes. La fin des 90, de par le métier que j'avais, j'étais tourneur de groupe, j'ai recommencé à avoir un contact avec le cannabis d'une façon festive. Et puis en 2000, j'ai eu un grand coup de barre parce que j'ai découvert que j'avais une hépatite C. Donc tout ça s'est bousculé assez rapidement. Je me suis retrouvé à reconsommer de la codéine. Donc je me suis très vite raccroché à la codéine. Et là, j'étais dans un CSST avec la ferme intention de repartir avec de la méthadone.
parce qu'il n'était pas question de continuer dans cette voie avec les opiacés. Et là, évidemment, je suis reparti avec du Subutex 8 mg. Donc moi, sur moi, c'est un effet totalement anxiogène. Résultat des courses, j'ai terminé avec un shoot de coke dans la carotide. Ça a été assez violent. Donc là, j'ai changé de crèmerie, j'ai été voir un autre CSST où le traitement méthadone a été mis en place de suite avec succès, vraiment, avec pas mal de succès. Donc l'usage du cannabis, qu'est-ce que ça m'apporte? C'est un sacré compromis en réalité pour fonctionner tout simplement, sans avoir à faire appel à tous les médicaments psychotropes, que sont les antidépresseurs, les anxiolytiques, et toutes ces choses-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah oui, donc moi je fonctionne bien avec ça. Avec le temps, j'ai vraiment appris à doser mon cannabis, et même de moment où je le pesais pour la journée, donc je m'en sors très très bien à peu près avec 1,5 g par jour, sur 2 variétés, qui évoluent avec le temps, je le cultive moi-même. Alors en gros, pour terminer vite, si jamais j'ai pas de cannabis, moi mon quotidien, je me réveille complètement déprimé, j'ai envie de dégueuler toute la journée, j'ai la nausée permanente, vraiment permanente, je suis très très dépressif, donc j'ai une tendance à avaler des plaquettes de cacheton, donc c'est pas bon du tout. Et avec, ça fait maintenant 14 ans que ça dure, tout ça disparaît, quoi. J'ai un quart d'heure pour m'envoyer, je prends mon café, je vaporise, attention, je vaporise mon cannabis, je ne le fume pas. Et je fonctionne en 1 heure, tout va bien, quoi. Je me sens à peu près normal. Voilà, j'ai fini, je passe la parole à Laurent Appel. Bon, je vais essayer d'arroser très rapidement le reste de la scène du cannabis thérapeutique appliqué à l'usage de drogue, parce que comme vous l'avez compris, on n'est pas là pour faire un atelier sur le cannabis thérapeutique au sens large, sinon ça suffira pas le temps qu'on a. Il y a énormément d'applications, je vous invite à aller sur le site de Principe Actif, à aller sur le site des différentes organisations internationales et nationales travaillant sur la question. Toutes ont fait un très grand travail de compilation de données, puisque pendant très longtemps on nous a pris carrément pour des rapides de la crèche, voire pour des menteurs ou des charlatans, très clairement. Donc maintenant il y a un background scientifique qu'on ne va pas amener, sinon vous allez regarder des PowerPoint au lieu qu'on discute et c'est naze, mais en attendant on a énormément d'études dans énormément de domaines. Plus spécifiquement sur l'usage de l'application dans l'usage de drogue, on a 3 grands domaines d'application. On a un domaine qu'on peut qualifier de pur substitut, certains l'utilisent comme un pur produit de substitution. On a un domaine dans lequel il va être utilisé contre le craving et sur lequel on va surtout travailler le manque du produit de choix, notamment pour les psychostimulants, on est beaucoup là-dedans, c'est-à-dire des gens qui vont avoir un fort craving chez le dealer et qu'on va mettre en contact de cannabis, qui vont oublier d'aller chez le dealer de stimulants et se satisfaire de l'effet qu'ils ont. Ça c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, c'est une psychoactivité acceptable socialement pour des gens qui sont de toutes les manières en recherche de ces effets et qui ne vivront pas sans, et qui ont trouvé dans le cannabis quelque chose qui était gérable, c'est-à-dire qui leur donnait suffisamment de satisfaction en termes de psychoactivité, sans pour autant avoir des effets secondaires trop indésirables et socialement trop handicapants. C'est pas que c'est le choix de la meilleure drogue, peut-être qu'on pourrait dire que pour certaines personnes, la seule réduction des risques est l'abstinence, pour d'autres, c'est juste pas viable. Et à partir de là, il y a eu des choix de fait pour certains. Il y a aussi de l'accompagnement, dans ce cadre-là, il y a de l'accompagnement à d'autres médicaments et à d'autres traitements. Il y a de l'accompagnement aux produits de substitution, parce que qu'on le veuille ou non, c'est pas les produits qu'on voulait qu'on nous a donnés, c'est les produits qu'on a bien voulu nous donner, et que pour certains d'entre nous, on n'aime pas totalement tous les effets que ça donne. C'est bien, ça lutte contre le manque, mais il manque quelque chose. Et il y a des gens qui le poussent au caillou, il y a des gens qui le poussent à l'alcool. On l'a fait pour la plupart d'entre nous. On s'est bien rendu compte qu'on sortait pas du tout des emmerdes, au contraire, c'était juste un produit moins cher, le caillou, parce qu'on nous avait filé le produit cher, l'opiacé, mais on n'était toujours pas stabilisé dans quelque chose d'acceptable. Et le cannabis nous a permis de rentrer dans quelque chose d'acceptable tout en ayant la possibilité de ne plus être en manque. Parce que ça, par contre, ça marche. Pour le coup, ces produits, au moins, ils ont un intérêt, ils nous ont sortis de la galère du manque, mais par contre, ils ne nous ont pas amenés dans une stabilité acceptable. Et pour certains d'entre nous, et de plus en plus nombreux, le cannabis l'a permis. Donc ça, c'est les 3 points qu'on doit noter. S'il y a vraiment, petit 1, c'est pas majoritaire, mais des gens l'utilisent vraiment en substitut. Petit 2, la lutte contre le craving. Petit 3, les effets secondaires de différents médicaments qui peuvent être ou des TSO ou des médicaments pour des maladies liées à l'usage de drogue. Là, on est dans l'EPC, on est dans le VIH, on est dans le cancer. Bon, voilà, on arrive à des âges où on a pas mal de maladies liées à nos usages. Et dans ces maladies avec des médocs, avec des putains d'effets secondaires, et que c'est comme ça qu'on a trouvé les effets.
on a imposé les effets du cannabis thérapeutique. C'est parce que c'est avec d'abominables traitements HIV, VHC qu'on s'est rendu compte que les gens ils sautaient par la fenêtre s'ils n'avaient pas de cannabis et qu'on a arrêté de nous prendre pour des menteurs quelque part. Et actuellement, les nouvelles frontières, elles sont dans l'intégration dans le dispositif, y compris dans des pays qui ont du cannabis thérapeutique. Je pense là aux Pays-Bas, par exemple, où on n'est pas intégré dans le dispositif, où c'est les psychiatres nous le donnent quand même, mais c'est pas intégré dans le dispositif comme une aide ou contre le craving, ou une aide à la stabilisation dans les traitements de substitution, ou une aide à lutter contre les effets secondaires de nos traitements. C'est pas encore admis couramment par la communauté scientifique, alors que c'est un effet que nous, on voit couramment. C'est-à-dire qu'en fait, on a des gens dans notre assos qui viennent pour les effets secondaires liés à leur pathologie avouable, on va dire, et qui repartent, qui s'intègrent dans un dispositif où on se rend bien compte que c'est un usage de cannabis qui est lié aussi à leur usage de drogue et qui est lié à des pathologies liées à l'usage de drogue. Donc on essaye au fur et à mesure, c'est un long process, c'est pour ça qu'on est là, on a déjà fait dans d'autres structures, on a déjà fait des interventions sur ce thème-là. On essaye de faire comprendre qu'il y a vraiment une clinique du cannabis thérapeutique dans la clinique des addictions et qu'il est temps d'aller au-delà des préjugés qu'on a là-dessus, notamment parce que maintenant, on va vous expliquer un peu les formes, on a amené un peu de matériel pour vous montrer, notamment parce que maintenant on se rend compte que aussi, vu qu'on est des usagers au long cours, pour ne pas dire des usagers chroniques qui le resteront, on a développé une réduction des risques liés à l'usage et on s'est intéressé aux moyens alternatifs de consommer du cannabis thérapeutique, puisque pour beaucoup d'entre nous, l'ingestion, qui est ce qui vient en premier comme idée pour réduire les risques, ne correspondait pas à nos nécessités, notamment par rapport à la rapidité de mise en action, par rapport au fait que dans la prohibition, on n'a pas de moyen d'analyser les produits qu'on ingère, et que comme vous le savez, quand on ingère, si c'est trop tard. Donc, problème à imposer cette méthode, qui pour moi est une excellente méthode, mais qui ne fonctionne vraiment bien que dans un marché régulé. C'est-à-dire que actuellement au Colorado, par exemple, les edibles, medical edibles, donc les préparations alimentaires avec des cannabinoïdes dedans fonctionnent très bien, ont un grand succès, mais elles sont titrées. Pour être sur le marché, on est obligé, comme pour n'importe quel autre produit quand on est substance active, comme pour l'alcool en marché régulé, on est obligé de titrer les produits, et maintenant ils vont être obligés de les fractionner en doses déjà préinstallées, parce qu'il y a des surdoses, il y a des problèmes de compréhension des étiquettes, des choses comme ça, donc ils sont rentrés dans vraiment quelque chose de très fractionné, avec des tablettes, avec des petits carrés, un carré effet léger, 2 carrés effet normal, 3 carrés tu prends ta raclée, 4 carrés tu parles au canapé ou à Dieu, bon voilà, on t'a prévenu. Et ça aide beaucoup l'usager à doser, et on a un marché qui s'installe. Chez nous c'est plus compliqué, et du coup on s'est plutôt intéressé à des choses qu'on pouvait mieux contrôler nous, dans un cadre de marché noir, et puis il y a d'autres choses qui arrivent et sur lesquelles il n'y a personne qui ne contrôle rien. Il faudrait vite faire un marché régulé parce que certaines modalités de prise et de fabrication de ces produits sont dangereux, alors que le produit en lui-même fait dans un marché régulier ne l'est pas forcément. Là je parle très précisément des extractions concentrées qu'on peut faire avec de l'eau et de la glace comme a expliqué Jérôme, et là on ne risque pas grand chose à part de pourrir son mélange et son herbe si on ne sait pas le faire, mais par contre on est nombreux à jouer avec des gaz, butane, propane, N-butane et des choses comme ça, où si les process sont mal réalisés, on peut faire péter le quartier, brûler une forêt, brûler différentes choses très désagréables. Donc on est quand même dans des trucs, on a été assez loin pour réduire les risques, mais aussi on en a créé des nouveaux, et il faut les prendre en compte. La scène, elle s'arrose comment? Elle s'arrose entre deux grandes tendances qui sont la vaporisation de matières brutes, on va dire, essentiellement de fleurs. Donc on a des tas de dispositifs, je ne sais pas où est l'ancêtre, mais vous l'avez pas sorti, non? Non, bon, enfin, on est parti, au départ était un ballon, certains d'entre vous l'ont peut-être vu, ça s'appelle le Volcano, c'est une soucoupe volante avec un grand ballon qui prend toute la place, le premier était monstrueux, et dans lequel en fait, en chauffant à une température qui n'est pas la température de combustion, mais qui déjà réalise une biogasification des principes actifs, on les récupérait à l'époque dans un gros ballon, c'était assez marrant, et ce gros ballon on se le passait, et donc on fumait sans fumer, enfin tout moins parce que la plupart d'entre nous, on vaporisait. Même si la plupart d'entre nous, on préférait quand le ballon était bien blanc avec quand même de la fumée qu'avec seulement de la vapeur, mais enfin c'était déjà moins dangereux, mais pas très pratique. Et au fur et à mesure du temps et de la vaporisation et de la portativité de la vaporisation, on est arrivé à des dispositifs comme a ici mon camarade, donc là on est quand même dans beaucoup plus petit, dans lequel vous avez une chambre de combustion qui ne combuste pas, dans lequel vous mettez le produit, un produit qui doit être bien grindé, comme on dit, donc les gens connaissent certainement le moulin à herbe, pour utiliser le mot français ou le mot québécois.
D'ailleurs, il y en a qui le vendent pour moulin à herbe à Carrefour, inutile de l'acheter dans les gros shops. On le trouve maintenant, on est rentré chez Carrefour quand même, c'est un signe d'intégration. Donc cette chambre va être passée dans un stylo dans lequel vous avez, c'est un mode, en fait, pour ceux qui sont dans le monde de la cigarette électronique, là en dessous vous avez un mode avec des batteries rechargeables. On vient, on envoie une température, et comme on veut vraiment en plus pas avoir d'impureté et de saloperie, on a un dispositif dessus pour les Américains avec de l'eau, et vous avez un bubbler qui permet de récupérer à travers l'eau, avec non seulement on n'a pas de carbone puisqu'on ne monte pas la température de carbonisation, mais on n'a pas de particules fines parce qu'on passe à travers la filtration du bubbler. Donc là on arrive quand même, et ça nous refroidit pour les brûlures, merci Jérôme, ça refroidit pour les brûlures de tissu, brûlures de langue, brûlures de gorge. On arrive à une température qui n'est pas agressive, et donc on a déjà là un dispositif qui permet déjà de réduire considérablement les risques liés à l'inhalation, et qui permettent quand même aussi de maximaliser les principes actifs, parce que quand vous brûlez un joint, vous décarboxylez une grande partie très rapidement de vos cannabinoïdes, mais vous les détruisez en même temps. Alors quand vous les vaporisez, non, vous décarboxylez, vous arrivez pile à la température où vous récupérez l'intégralité de ce qu'il y a dans votre matière. Donc pour ceux qui disent oui mais ça n'a pas tout à fait le même goût, oui mais c'est pas tout à fait les mêmes effets, ouais mais qu'est-ce que vous économisez? Pensez à l'argument économique, surtout quand vous achetez le dispositif qui au départ fait un peu mal au porte-monnaie, il faut bien le dire, hein, parce qu'on parle de trucs qui, s'il y a des structures qui veulent en acheter, venez me voir, j'ai les prix, mais enfin on est quand même, je vais avoir du mal à vous les faire sortir à moins de 100 euros. Oui, non, mais l'entier c'est 280 et ça c'est le prix que lui il a payé, mais je peux vous dire qu'on aura beaucoup de mal à avoir le dispositif à moins de 150, 160 pour vous, et il faudra en commander beaucoup. Par contre, l'économie fait que vos 160 euros sont très très rapidement récupérés. Vraiment très rapidement, parce que vous utilisez tout le potentiel de la plante, uniquement son potentiel, et c'est juste une question de ressenti, si on pense que ça ne fait pas le même effet, parce qu'en pharmaco, toutes les études qui ont été faites sur le sang, sur les poumons, sur la quantité d'air recraché, les principes actifs, ils sont là. C'est juste du ressenti, on ne carbonise pas, ah non, j'ai l'impression que ça monte moins. Voilà, c'est ça. Et en plus, il y a les potentialisations liées au mélange avec le tabac, mais même pour ceux qui fument pur, il y a toute une mystique que la vapo, ça marche pas, ça fait pas pareil. Il y a eu des études de pharmacologie de fait, non, c'est juste du ressenti d'usager, mais si, ça fait pareil. Donc ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est qu'il existe des appareils qu'on n'a pas ici, mais qui permettent aussi, avec d'autres bêtes, de vaporiser du faux hashish. Donc en gros celui qu'on a ici en France, quoi, je veux dire, ça existe, sauf qu'il faut sans arrêt nettoyer les têtes, parce que dans le faux hashish, vous avez une tonne de matière qui n'est pas de la résine et qui va encrasser les dispositifs. Mais on peut le faire, là aussi il faut l'émietter considérablement, et c'est pas forcément la meilleure matière première, mais en tout cas on a des dispositifs qui permettent de le faire. On n'en a pas amené là parce qu'en réalité, nous on est pour l'autoproduction, et quand tu fais de l'autoproduction, tu n'as pas de mauvaise résine dégueulasse, quand tu ne fais pas du faux hashish normalement. Normalement, on en connaît qui ne peuvent pas s'empêcher, parce qu'ils aiment en avoir beaucoup. Refont des conneries, mais autrement. Le faux hashish, c'est le hashish qui est vendu ici, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas de la résine, mais qui est un mélange de kiff, puisqu'on tape très fort pour passer à travers les filtres, donc on a énormément de fibres, un peu de résine, et 247 produits différents d'après la douane de l'aéroport d'Ifraude, qui a trouvé de la merde de chameau, de l'anesthésiant vétérinaire, du sable, différentes choses. Après, je ne dis pas que les 245 sont à chaque fois dedans, hein. Je pense que même jamais il y a les 245 produits. En tout cas, en produit de coupe, on a 245 produits référencés. Et ça laisse des traces dans la pipe et tout, c'est dégueulasse. Enfin, bon, c'est quand même ce que nous demandent souvent les gens, puisque en France, on n'est pas un pays majoritaire d'autoproduction, on n'est pas encore un pays tout à fait majoritaire d'herbe. Donc on nous demande comment je consomme mon teuté. Ah bah écoute, voilà, il y a ça, c'est d'autres systèmes, c'est pas ce qu'on conseille, parce que c'est pas de la réduction des risques de fumer ça, mais en attendant, c'est la réalité, c'est le principe de réalité, ça existe et ça peut fonctionner. Mais par contre, arrivent à la fois des autoproducteurs, mais surtout des pays à fort potentiel de production et des pays où la production médicale est légale, donc très clairement des États américains, et encore plus clairement de la côte ouest américaine, au départ et maintenant des colonies de la côte ouest américaine, incluant l'Espagne, parce que vous aurez noté que beaucoup de Californiens parlent l'espagnol aussi, donc il y a un fort joint venture entre la côte ouest et l'Espagne, et là c'est imposé d'autres méthodes qui sont ce qu'on appelle les méthodes de concentration. Moi je dis concentré parce que justement le hashish chez lui a un peu mauvaise réputation pour cause de produits adultérés dégueulasses dans les années 80, on va dire 80-90. On est reparti sur d'autres méthodes de fabrication et où on arrive à avoir des concentrés maintenant d'une pureté au contraire remarquable et qui permettent d'utiliser d'autres modes de consommation avec les concentrés se présentent sous une forme résineuse. On appelle souvent ça du green crack parce que c'est un peu du savon, c'est de l'huile
disséqué la plupart du temps, disséqué à la chaleur ou à la chaleur et à la pompe à vide, uniquement à la pompe à vide, extrait avec de l'eau ou avec du gaz ou avec du CO2 sous pression ou avec du super frozen, c'est-à-dire très très froid et ensuite un marteau supersonique et une filtration. Parce que là on est rentré dans le 21e siècle, nous, très clairement, pas comme toute la société française, mais en tout cas sur les extractions, on est vraiment dans le 21e siècle. Et ça montre bien qu'un marché régulé, au contraire, a plein d'avantages par rapport à ça, parce qu'on arrive à contrôler nos modes de fabrication. Et au départ d'un process assez dangereux qui était le butane, on est arrivé au marteau supersonique, au CO2 sous pression, on est arrivé au nettoyage des résines par la vapeur, on est arrivé à une forte technologie pour essayer de rendre ce produit d'abord pas dangereux à consommer, et ensuite qu'il y ait le moins de traces possible des process industriels dans lesquels on le fait. Il y a énormément de produits que vous mangez qui sont extraits au butane, dans lesquels il y a énormément de ppn, d'hexane et des sous-produits du butane. Dans les concentrés de cannabis, on essaie d'avoir le moins de ppn possible et on a des normes dans les pays et les États où il est légal qui sont très basses, qui sont plus basses que l'industrie alimentaire. Actuellement, vous prenez moins de risques en termes de ppn, d'hexane, de fumée, de la wax, extrait des dispensaires qui se surveillent dans l'analyse que de la moitié des produits que vous achetez en supermarché. Notamment de la farine, par exemple, industrielle, qui est très souvent extraite avec des solvants indus et qui a encore des ppm, des traces à l'intérieur absolument monstrueux. Vous risquez plus de bouffer de l'hexane avec de la baguette faite avec de la farine industrielle qu'en fumant de la wax, fait par un bon dispensaire. Donc on est quand même arrivé à un niveau où on s'est réellement interrogé. Donc cette résine, que je ne vous montrerai pas, mais franchement on n'est pas loin, vous pouvez venir me voir après, cette résine, elle est consommée en deux formes majoritaires. La première, et c'est bien ma poche, la première c'est ceci, c'est des vape pen, c'est-à-dire des stylos sur lesquels vous avez une batterie qui est une batterie de cigarette dans le cas présent, qui peut être une batterie de mode comme il y a là, rechargeable, pour avoir une modulation selon les produits que vous mettez dedans, vous modulez la résistance par rapport au watt, vous obtenez une température variable. Ceci, c'est une température qui peut monter jusqu'à 250 degrés à peu près, et sur lequel donc vous mettez le concentré dans la chambre de combustion et vous utilisez ça comme une cigarette électronique. Et ce dispositif est très utilisé pour la rapidité d'action, mais aussi parce qu'il permet de siroter doucement et de ne pas avoir à finir un joint si on veut juste prendre un effet. Ça permet beaucoup mieux de siroter. J'utilise ce mot parce que Whoopi Goldberg a fait tout un truc sur sa siroteuse et son histoire d'amour avec son stylo à huile. C'est quelque chose comme ça, et elle le décrit au contraire comme un moyen de gérer moins que les joints. Alors que Whoopi, bonjour, hein, l'alcool, les joints et la côte, elle était grave. Et elle autogère à peu près tout ça avec sa siroteuse, comme elle dit, de Fire OG, qui est à peu près une des variétés les plus fortes, 24% de THC. Elle doit avoir une huile vraiment très forte dans son stylo. Mais elle le gère par toute petite micro-taf, par micro-dosage. Et elle en est relativement contente, voire très contente, et elle le conseille à tous ses amis autour d'elle. Très clairement, plein de pathologies différentes. Elle conseille le stylo, parce qu'elle pense que c'est le meilleur outil de gestion qu'elle ait vu jusque-là, et surtout qu'il est adapté à des gens qui arrêtent de fumer des cigarettes. C'est mon cas aussi. On a beaucoup de mal à refumer des joints purs après parce qu'on est étouffé par les carbones, et du coup ça permet quand même, quand on a des nécessités, elle c'est le glaucome, moi c'est des migraines, différentes choses, quand on a des nécessités d'usage de cannabis thérapeutique fort, ça permet de le faire sans avoir à fumer de joints avec une vraie efficacité. Après, si jamais vous sirotez à longueur de journée, vous allez finir retourner, hein. C'est comme les gars qui boivent des fœtus à Marseille, si tu bois 17 fœtus, t'es beurré comme si tu avais bu 8 whisky, c'est tout. Mais bon, c'est un mode de gestion, si on est raisonnable, qui permet aussi de diminuer la quantité d'alcool. Là, c'est la même. Ensuite, vous avez la version qu'a mon camarade Jérôme dans les mains. Ceci s'appelle un dabber. Vous allez en entendre parler pas mal, parce que c'est un mode de consommation qui est super populaire actuellement sur la côte ouest américaine, et qui part du principe que vous avez un bubbler, donc une pipe à eau, avec un système cyclone, hein. Ça c'est juste pour faire joli, on aime bien regarder des twisters, des bulles et tout, mais aussi parce que ça permet de refroidir la fumée, hein. Toujours la même chose pour les tissus. Ensuite ceci, c'est le dab. Le dab, c'est l'outil que vous voyez ici. Ça c'est un outil de chimie qui s'appelle un dab, c'est pour ça qu'on parle de dabber, dabber et compagnie. Au début était le dab. Ceci permet de manipuler la wax, donc les concentrés, que vous allez chercher dans des boîtes en silicone. On fait la boîte quand même, hein. On va interdire le reste. Une boîte en silicone comme ça, vous allez chercher à l'intérieur un petit morceau, ce que je ne vous montrerai pas ici, mais mon stand est là. Vous allez chercher au bout de la pointe un peu de l'extrait. Vous avez un briquet à flamme bleue ici présent,
Vas-y, montre comment on chauffe. Ah. Un briquet à flamme bleue. Vous venez chauffer le dôme en titane. D'accord. Quand le dôme va être rouge, on arrête de chauffer. Et à partir de là, on attend qu'il repasse au bleu acier. Et à ce moment-là, vous approchez la matière du dôme. C'est une gamelle, hein, il y a un trou dans lequel la vaporisation va se faire. Et vous récupérez à travers la pipe à eau, en sortie, le concentré. Autant vous dire que vous pouvez mettre de 0,01 g jusqu'à 1 g et plus selon la gueule des gamelles. Et donc on peut être dans une micro-prise très efficace de concentré et dans tomber à la renverse et se péter le rocher et mourir. Ou entendons-nous bien, voilà, c'est quelque chose qui a un potentiel thérapeutique très intéressant et un potentiel d'abus absolument parfait. Et qui peut permettre à des gens de gérer des baisses de consommation, ça a été mon cas, et peut permettre à des gens de se retrouver dans un bad habit, dans un bad behavior, dans une mauvaise habitude qui est tout à fait comparable au crack. Et c'est à ça que je voulais en venir, c'est que c'est ces outils-là, avec ce concentré-là, qu'on aimerait maintenant utiliser dans le craving des psychostimulants et dans la substitution des psychostimulants, où on a très peu de choses efficaces, parce qu'on a constaté empiriquement qu'on arrivait à conserver autour du dabber et à conserver dans la consommation exclusive de cette forme de cannabis, je dis bien exclusive, des gens qui étaient dans des consommations d'ice, des gens qui étaient dans des consommations de crack, des gens qui sont dans des consommations de méphédrone, de méthacatinone, des gens qui sont dans des consommations comme ça, des gens qui aiment le coup de tomahawk dans ta gueule, en gros, quoi, hein, l'effet... on est nombreux à aimer ça, et a priori, on est aussi nombreux à s'en satisfaire très bien et pas aller chercher autre chose. Et je rappelle quand même que la neurotoxicité du cannabis est égale à quasiment rien, alors qu'on parle de produits hautement neurotoxiques, et que surtout la wax calme aussi les alcooliques, les gens qui ont le craving vers l'alcool, alors que par contre n'importe quel psychostimulant donné en substitution d'un autre stimulant amènera les mêmes problèmes de co-consommation, et donc encore plus de neurotoxicité. Là, dans ce cadre-là, surtout si on utilise, alors là on n'a pas encore vraiment, c'est des champs, on est en plein travail, mais si on utilise des variétés hybrides fortes en THC et fortes en CBD, un peu comme celle qu'utilise Jérôme, mais au lieu d'avoir faible en THC, fort en CBD, nous on cherche les forts en THC, forts en CBD, parce qu'on pense que là on aurait vraiment un double effet qui se coule, montée et descente, et qu'on les mettrait à côté de leur dab et ils n'en bougeraient plus, et ils n'iraient pas chercher juste à côté, là, à Flandre, ça leur donnerait faim, ça les ferait dormir en descente, on aurait beaucoup d'effets secondaires très intéressants chez les stimettes, les craquettes et compagnie, pour lesquels on n'a pas grand chose, si ce n'est de les aplatir à la morphine ou alors aux antiparkinsoniens. On n'a pas grand chose de vraiment efficace. A priori, nous, en tout cas, d'une manière empirique, on l'a observé, et maintenant ça fait un petit moment que nos bagarres avec certains pays, j'espère des succès. En Uruguay, ils sont d'accord sur le principe, mais ils veulent nous filer de l'herbe, donc il a fallu qu'on leur explique que l'herbe, on allait la foutre dans du butane, on n'allait pas leur demander leur avis. Ils ne veulent pas nous donner directement la substance, c'est bien dommage, parce que c'est tout, c'est un mode d'action. Je ne sais pas si vous avez vu, on ne peut pas vraiment faire de démo, mais je pense que vous comprenez le principe. Et rien que ça, avec la gestuelle et tout, ça parle beaucoup à pas mal de nos usagers. Et il y a matière à avoir une vraie transformation des pratiques, et à les attirer vers une vraie modification des pratiques. Et on le sait quand même, la modification des pratiques, c'est ça qui a sauvé pas mal de vies. Quand j'entends que c'est les programmes d'échange de seringues et les TSO qui, en Suisse et aux Pays-Bas, ont amené à avoir moins de VHC et de VIH, je hurle à l'escroquerie, c'est absolument pas vrai, c'est la modification des pratiques. C'est les house dealers qui ont des formes fumables constantes, à la qualité constante, dans les salles de consommation, à 50 mètres des salles de consommation, et c'est fait qu'aux Pays-Bas et en Suisse actuellement, on n'a presque plus d'injecteurs, les gens consomment autrement. Et la vaporisation au sens large du terme est la nouvelle frontière de l'usage de drogue. Parce qu'autant vous dire qu'avec ces dômes-là, avec des systèmes électriques qu'on met autour et une graduation, on vaporise tout ce qui peut se vaporiser. La benzo se vaporise, la MD se vaporise, le subus se vaporise, la prénorphine se vaporise, pratiquement toutes les drogues se vaporisent. Et on a maintenant des rendements et des efficacités avec ces dispositifs qui sont redoutables. Donc on a une nouvelle frontière de la RDR, on a des nouveaux moyens, ça part du cannabis, ça sera utile dans d'autres substances. Le cannabis, c'est la drogue la plus consommée, on n'avait pas de RDR jusqu'à présent, donc voilà les outils. Et si vous avez des questions, on n'a plus longtemps, mais à vous, on est là pour y répondre. Qui les questions? Bonjour, je voulais savoir, au niveau de vous dites que vous produisez vos produits.
je voulais savoir au niveau de la loi, qu'est-ce qu'il y a comme risque? 30 ans. Ouais. On est dans l'illégalité totale. Et aussi, je voulais demander à peu près le coût pour faire une petite production. À peu près. Présent 3 francs 4 sous. Si vous me demandez à moi, quelques centaines d'euros pour une petite plantation, vous passerez beaucoup de temps et plus on l'automatisera, plus on arrivera vers quelques milliers d'euros pilotés par l'iPhone à distance. D'accord, merci. Voilà. Une graine jetée dans le jardin, jusqu'à des stagiaires arrêtés. Ça pas tout à fait le même scénario, ça dépend de vos moyens, pour les malades, c'est capable de toujours penser aux malades. Michael Quiliou, là c'est pour Act Up Paris. On a fait une réunion publique d'information il y a, je sais plus, 5 ou 6 ans sur justement le cannabis thérapeutique. Et ce qu'on avait aussi ressorti, en plus de tout ça, moi je trouve ça génial, hein, la manière dont vous abordez la question, que ce soit en substitution ou autre, mais le cannabis en plus c'est le seul produit qui ouvre l'appétit. C'est-à-dire que c'est pas rien pour des gens qui justement ont besoin de bouffer pour absorber les médicaments, pour essayer de gérer tout ça. Il n'y en a pas d'autres. Des coupes-fins, il y en a un certain nombre, surtout sur la base de la cocaïne. Mais le seul produit qui ouvre l'appétit, c'est le cannabis. Donc tous les effets là qui sont décrits et qui sont vachement importants, c'est bien, mais c'est en plus un avantage et un truc à mettre en avant parce qu'on le dit pas assez. Ça peut le permettre. C'est pas un effet comme ça dans l'intégralité de la chaîne, mais on est à 30 à 40% d'effets supérieurs à tous les appétiseurs qui existent sur le marché. Voilà. 30% où c'est à peu près la même chose que certaines autres substances et on existe quand même. Malheureusement, 30% chez qui ça marche pas. C'est 40 très bien, 30 moyen et 30 pas. Et c'est 70% de gens chez qui c'est positif, c'est gigantesque. Quand même. Il y a peu de médocs pour autant, d'ailleurs, il faut pas remarquer, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir cette règle des un tiers, mais il y a peu de médocs dans ces domaines-là qui ont cet effet-là. Et c'est la même chose sur le craving estime, on n'a que dalle, on leur donne des antiparkinsoniens qui les rendent golemons quand même. Il faut se rendre compte de ça, il faut voir ce qu'on distribue. Ou alors on aplatit à des doses de masse une morphine en disant ça c'est une addiction qu'on sait traiter. En gros, théostime, on va te mettre à la mort, comme ça on saura comment te traiter. Mais on n'a pas des trucs réellement dans l'efficacité, alors que là, pour le coup, on aimerait faire des phases 1, 2, 3, 4, et en clinique, on peut démontrer, j'ai une clinique de ça que je peux développer, si on me laissait faire. Réellement. On a quand même fait beaucoup d'empirique. Beaucoup. Trop. 20 ans de prison en empirique. L'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Voilà. Ouais, pardon, excusez-moi. L'empirique, c'est 20 ans de prison, c'est exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, mais bon, on l'a fait quand même. Donc s'il y a des scientifiques dans la salle, on a des données. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je parle dans le micro? Allons, soyez pas timides, si déjà on est là dans la cage de l'Ultimate Fight, profitez-en. Ce qui est dans la cage reste dans la cage, à part la caméra, mais faites comme si elle n'était pas là. Non? Ah. Si, mais il y avait des essais thérapeutiques qui étaient menés sur des vaporisateurs en cannabis thérapeutique. Est-ce que vous savez quelles ont été les conclusions de ça? C'était à l'hôpital européen Georges Pompidou. Ouais, il y en avait un de mené, il y en avait un deuxième, mais je ne sais plus. Bah, en fait, c'était JW qui préparait son Sativex et qui testait à Georges Pompidou. Ouais. Et le problème, c'est que c'est de la mauvaise huile dans du mauvais alcool. Donc les gens qui aiment le cannabis trouvent ça absolument dégueulasse, c'est l'huile infecte qui a un effet déplorable. Et les anciens alcooliques se retrouvent avec de la mauvaise gnôle dans la bouche. Et quand en plus ils étaient usagers de cannabis, il en faut beaucoup. Donc beaucoup de mauvaises gnôle dans la bouche. Le sublingual fonctionne vraiment bien et rapidement qu'avec de l'alcool. Et de l'alcool très fort. Donc si on veut faire du sublingual qui monte aussi vite qu'un DAB, il n'y a pas de solution. Il faut prendre une huile très concentrée, la coller dans beaucoup d'alcool et se la coller sous la langue. Pour les hépatos et les anciens alcoolos, c'est pas possible. Moi, sur un demi-flacon de Sativex par jour, je retape dans la bouteille de whisky direct. C'est évident. Si j'ai plus ce problème. Mais quand je l'avais, c'était juste pas imaginable. Et on l'a testé sur pas mal de gens. Plus, à des dosages pareils, tous les gens qui ont des atteintes hépato, on oublie. C'est juste pas possible. Après, on peut faire du sublingual avec de l'huile d'olive, en faisant des extraits directs dans l'huile d'olive, pour des gens qui le supporteront au niveau gustatif. C'est plus long à pénétrer, ça va fonctionner, ça montera moins vite aussi. C'est pour ça que la plupart des gens préfèrent la vape et préfèrent la vape de concentré, parce que ça monte directement, on a des dosages qui sont beaucoup plus efficaces que le sublingual, clairement. Mais ça fonctionne, le sublingual. Et on a le sous-cutané en patch aussi, qui est en développement de plus en plus, quoi, et sur lequel on espère avoir des trucs. Pour les gens qui ont besoin d'un lent effet diffus, ça marche assez bien, ces trucs-là.
pour les gens qui ont besoin de rush, ça marche pas du tout. Donc voilà, on nous laisse juste exister les uns à côté des autres. Moi, j'ai rien contre l'ingestion, j'ai rien contre le sublingual. Simplement, c'est pas pour moi, c'est pas pour d'autres gens. Bon, voilà, il y a d'autres systèmes, il y a d'autres méthodes, il y a d'autres concentrations. On arrête de se priver du savoir sous prétexte qu'il arrive du ground et pas des laboratoires. Mais c'est normal, dans les labos, ils n'avaient pas le droit, ils n'ont pas pris le gauche, mais on a pris le gauche, quoi. Et voilà pourquoi on est là. Mais oui, il y a d'autres méthodologies, et plus on aura une légalité. En fait, plus le cannabis sera légal pour les gens qui ne sont pas malades, plus on aura la paix pour les malades pour chercher peinard, et on arrêtera de nous prendre pour d'abominables drogués qui cherchent à contourner la loi d'interdiction. Parce qu'en gros, pourquoi on est bloqué maintenant? Parce que c'est ça l'image qu'on renvoie, très clairement. Et on a beaucoup de mal à jouer sur cette image-là et en sortir. Donc si on pouvait une bonne fois pour toutes régler le problème des gens qui veulent fumer de l'herbe pour les lapins, c'est bon, puis ensuite on pourra bosser sérieusement sur les concentrés, sérieusement sur d'autres formes, sans qu'on soit derrière avec l'étiquette de drogué insatiable qui essaye de passer entre les gouttes de la loi. On se trimballe quand même gravement, et si t'es Actoc, tu le connais, le problème comme moi, dans toutes les commissions, on est les insatiables drogués. Mais sur le cannabis thérapeutique, on en est vraiment là, quoi. Une dernière question, ma femme voulait savoir. Quelqu'un, une fois? Quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Jérôme? Fifi? Non, moi, merci Bon, d'être venu. Bon, on va pouvoir retourner au café, donc, si j'ai bien compris. Au café. Merci et hop. beaucoup de votre attention.